Bonjour chasseur, j'ai reçu le codex numérique que tu m'as envoyé. Après une multitude de recherches, je suis parvenu à trouver ce que tu attendais. Sache que tu ne t'attaques pas à une individualité, mais à une pluralité formant un véritable escadron de morts, faisant pleuvoir une pluie de métaux et de souffrances. Toutefois, ce n'est pas la difficulté qui te sera le plus à craindre, mais à la patience de chasser des êtres aussi nombreux que peut l'être une ruche. Si on peut les voir comme des spartiates futuristes à l'armure lourde, le code martial baigné dans une foi aveugle les apparente sur les champs de bataille à des anges de la mort. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Aujourd'hui, laisse-moi te raconter l'histoire de ces soldats d'élite qui meurent au nom de l'empereur, vouant une ferveur inébranlable à la violence du combat, les rendant presque fanatiques de la barbarie dans l'univers de Warhammer 40 000. Il est dénommé Space Marine. Les Space Marines, ou appelés les Adeptus Astartes, sont les soldats d'élite de l'Imperium qui est un empire galactique, dont le régime est totalitaire et industriel, mais aussi militariste théocratique, qui régnait sur la quasi-totalité de l'humanité, couvrant plus d'1 million de mondes habités. D'ailleurs, le seul dieu de l'Imperium était celui que l'on appelait l'Empereur. Pour tout l'Imperium, vénérer l'Empereur est un devoir, et ne pas le faire est passible de la peine de mort. L'hérésie était punie de mort ou de lavage de cerveau par l'Inquisition, où certains dirigeants transformaient de tels êtres en serviteurs de bas œuvres ou de combat pour les tâches les plus ingrates ou risquées. Quoi qu'il en soit, ils étaient une force armée de l'empereur de l'humanité et combattaient au péril de leur vie les dangers qui menaçaient l'humanité de l'Imperium. Grâce à un corps renforcé à un niveau surhumain par l'application de la thérapie génique, de modifications chirurgicales et d'un endoctrinement hypnotique. Le Space Marine standard et le Space Marine impérial, mais plusieurs variations existaient telles que les corrompus Space Marine du chaos ou encore les chevaliers gris, mais nous verrons peut-être une autre fois. Au départ, les Space Marines présents n'avaient que pour se différencier des autres soldats que leur personnalité et la couleur de leur armure. Cela étant dû au fait que la totalité des troupes des Space Marines furent soumis à la loi implacable du génie génétique, qui était l'ensemble des outils permettant de modifier la constitution génétique d'un organisme en supprimant ou en introduisant ou en remplaçant de l'ADN à partir d'une seule source génétique, reconnue saine et de préférence issue d'un chapitre nommé Primogenitor. Le patrimoine génétique était donc en effet élaboré à partir de celui des primarques originels qui avaient forgé l'Imperium. C'est de ce moule initial dans lequel furent créés les soldats ayant pu survivre à l'initiation inhumaine des Space Marines. Au départ, vient le recrutement. En raison du fonctionnement des implants suivant des étapes spécifiques de la croissance humaine et conditionnant d'énormes changements physiques et mentaux des sujets, des critères de sélection furent appliqués aux recrues. Le principal critère de sélection fut leur jeune âge. Un corps déjà arrivé à maturité ne pouvait pas supporter les énormes modifications induites par les implants qui le tueraient systématiquement. La seconde condition fut leur compatibilité génétique avec les organes implantés. Ils devaient également être génétiquement mâles, car les zygotes avaient été créés et encodés pour agir seulement avec des hormones et tissus de type mâle. Après la première phase de recrutement, des tests furent effectués sur les sujets pour juger de leur compatibilité avant l'implantation des organes. Et ainsi donc, la troisième condition fut leur compatibilité mentale, et tout particulièrement pour les implants des phases 6, 10 et 12 qui demandaient un conditionnement hypnotique pour être activés. Là encore, des tests psychologiques seront menés sur les recrues pendant leur initiation de néophytes à initiés. C'est alors que différents statuts et noms seront donnés selon le stade de l'initiation et selon les traditions. On distingua alors essentiellement deux statuts parmi les recrues. Un néophyte, candidat qui a été sélectionné et qui avait réussi les premiers tests génétiques et psychologiques, l'autorisant à recevoir des implants de Space Marine. Et l'initié, un néophyte
qui complétait ou avait complété toutes les phases d'implantation chirurgicale, qui devra poursuivre néanmoins un entraînement militaire avant de rejoindre une unité combattante entre 14 et 18 ans. Toutefois, le processus de développement du corps d'un Space Marine n'était pas achevé au terme des phases d'implantation, mais l'action des implants combinée avec la pression de la guerre accélérait en général le processus de maturation naturelle. Ainsi, commence ce que nous appellerons les implantations qui se passaient en 19 phases. Phase 1, cœur secondaire appelé le sauveur. C'était l'implant le plus autonome des 19 et le plus simple. Il avait essentiellement deux fonctions. Augmenter l'alimentation du corps en sang lors de situations physiques difficiles et remplacer l'absence du cœur d'origine dans le cas où ce dernier serait mis hors fonction. Il permettait également aux Space Marines de survivre dans un environnement pauvre en oxygène et des suites de blessures traumatiques. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 10 à 14 ans. Phase 2, os modula, appelé le cœur de fer. C'était l'organe tubulaire profilé dont la petite taille était inversement proportionnelle à sa complexité interne. L'os modula agissait comme une console qui régulait la sécrétion d'hormones programmées pour agir sur la glande pinéale et le développement osseux du squelette. Ces hormones permettaient l'absorption par le corps du Space Marine de substances chimiques à base de céramique présentes parallèlement dans les repas quotidiens administrés aux néophytes. 2 ans après l'implantation de l'implant de phase 2 et grâce à cette diète, la structure osseuse des aspirants se sera renforcée considérablement, en particulier la cage thoracique dont l'extension des côtes formera une masse solide de plaques osseuses entrelacées. L'action la plus visible de cet implant étant néanmoins la taille du sujet, qui grandissait de manière remarquable. Le sujet à ce moment étant âgé à peu près de 10 à 12 ans. Phase 3. Biscopéa, appelé la forge de la force. Placé dans la cage thoracique, cet implant était également de petite taille et servait de régulateur hormonal. D'aspect sphérique, il servait à stimuler le développement de la masse musculaire à travers le corps entier. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 10 à 12 ans. Phase 4. Hématopigment, appelé le producteur de sang, cet organe minuscule s'implantait dans un vaisseau artériel. Il agitait en relation directe avec les implants 2 et 3, dont il contrôlait les effets. Mais il avait surtout comme conséquence de transformer complètement la matière sanguine du sujet, la rendant bien plus efficace que celle d'un être humain normal. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 12 à 14 ans. Phase 5. Organe du Laraman, appelé le guérisseur. Environ de la taille d'une balle de golf, cette petite masse de chair au sombre ressemblant à un foie était implantée dans la cage thoracique en même temps qu'un réseau complexe de vaisseaux sanguins. L'organe de Laraman générait en lui-même une réserve de cellules dites de Laraman qui se répandait automatiquement dans le sang dès que le porteur était blessé. Il s'attachait au globule blanc qui est transporté directement à la blessure. Au contact de l'air, les cellules de Laraman formaient rapidement un tissu cicatriciel, stoppant toute hémorragie ou perte de sang, et couvrait toute la surface de la blessure exposée. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 10 à 13 ans. Phase 6. Nodule cataleptique, appelé le dormeur éveillé. Cet organe était un implant cérébral de la taille d'une bille. Inséré par l'arrière du crâne par un trou vrillé dans l'os occipital, il permettait de contrôler le rythme de veille et de sommeil qui compensait la privation de sommeil. Le rythme de sommeil normal d'un Space Marine pouvait ainsi être modifié par simple volonté du porteur. Ce dernier pouvait ainsi dormir en restant éveillé, en mettant en veille certaines parties du cerveau de manière séquentielle. Ce procédé, même s'il ne remplaçait pas un sommeil normal, réduisait considérablement les effets secondaires ainsi que les dommages physiques ou psychiques qui seraient fatals chez un être humain normal. Le record de veille active par des marines au combat fut de 329,7 heures pendant un combat. Le sujet au moment de cette phase était âgé à peu près de 14 à 17 ans. Phase 7. Préome nord, appelé le protecteur. Cet organe comparable à un estomac additionnel était également implanté dans la cage thoracique. Il n'effectuait aucun travail de digestion, mais permettait au porteur de manger et digérer de nombreux types de matières empoisonnées ou indigestes pour un être humain normal. Une série de tubes indépendants permettait de détecter les poisons éventuels et de les neutraliser, et dans certains cas, de les isoler du reste de l'appareil digestif.
Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 14 à 16 ans. Phase 8. Homophagia, appelée la trappe-rêve. C'était un implant cérébral, tout comme la phase 6, à la différence que l'homophagia s'intégrait directement au cerveau du porteur et permettait de fournir au cerveau la mémoire génétique de n'importe quel tissu vivant ingéré par le porteur. Pour cela, 4 gaines de nerfs reliaient l'homophagia à la paroi de l'estomac initial du sujet et recueillaient l'expérience génétique des éléments digérés pour y transmettre au cerveau. En dévorant un adversaire, un Space Marine pouvait donc dans une certaine mesure en tirer la mémoire, l'expérience et les capacités encodées. Cet organe fut malheureusement à l'origine des déviances apparues plus tard. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 14 à 16 ans. Phase 9. Multipoumon, appelé le respirateur. Parmi les implants les plus gros, il avait la forme d'un tube de couleur grise et agissait comme un 3e poumon connecté au vaisseau sanguin. Il était directement relié à un sphincter placé au fond de la trachée qui lui permettait d'échantillonner l'atmosphère respirée, tandis qu'un second permettait de bloquer l'entrée des poumons normaux. Si l'air s'avérait toxique, les poumons normaux se fermaient et le multipoumon prenait automatiquement le relais en filtrant et en récupérant la moindre particule d'oxygène, cela pouvant importer le degré d'empoisonnement de l'air ambiant. Les toxines filtrées étaient quant à elles neutralisées, sans dommage pour le corps. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 14 à 16 ans. Phase 10. Oculobe appelé l'œil de la vengeance. Un plan cérébral rappelant une limace par sa taille et se plaçant à la base du cerveau, il permettait à un Space Marine de suivre un conditionnement optique via des stimulations hormonales et génétiques. Ceci n'améliorant pas directement la vue d'un marine, mais permettait à des techniciens d'ajuster la croissance des yeux lors du suivi technique médical, intervenant sur le développement des cellules de la rétine et leur réceptivité à la lumière. Au terme de ce suivi, le Space Marine obtenait une vue bien supérieure à celle d'un être humain ordinaire, et il lui permettait également de voir dans des conditions de luminosité minimale. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 14 à 16 ans. Phase 11. Oreille de Lyman, appelée la sentinelle. L'apparence extérieure de cet organe n'était pas différente de celle d'un humain ordinaire, mais sa composition interne était bien plus complexe. Elle permettait au Space Marine de filtrer les bruits reçus pour en isoler, masquer ou amplifier certains, mais supprimait également les troubles les plus courants de l'oreille interne comme la nausée, le vertige ou la désorientation. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 14 à 16 ans. Phase 12. Membrane cataleptique appelée hibernateur. Cet organe en forme de disque plat et fin s'appliquait sur la partie supérieure du cerveau où il implantera ses propres faisceaux de capteurs jusqu'à fusionner complètement avec lui. Mais il n'y avait aucun effet direct. Pour utiliser ses capacités, le néophyte devait suivre un entraînement spécial accompagné d'un traitement chimique. Au terme de cet entraînement, son corps pouvait entrer en catalepsie, soit automatiquement après une blessure physique mortelle, soit par sa propre volonté. Les fonctions vitales du corps étaient alors placées à un strict minimum, permettant au Space Marine de survivre immobile et sans autres conditions extérieures pendant des années. Le Space Marine ne pouvait cependant pas se réanimer lui-même. Il ne pouvait être réanimé que par un traitement chimique ou un conditionnement autosuggestif approprié. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 15 à 16 ans. Phase 13. Mélanochrome, appelé le bouclier cutané. Cet organe de couleur noire avait la forme d'une demi-sphère. Il contrôlait la pigmentation et la résistance de la peau pour contrer des expositions de radiation normalement mortelles, mais à des degrés plus ou moins complets selon les types de radiation. Le mélanochrome tenait également son nom de son effet. Dans certains cas, il produisait des composants chimiques qui ternissaient la peau contre les ultraviolets du rayonnement solaire. Mais un effet secondaire de cet organe fut qu'il conditionnait également dans certains cas la couleur de peau ou de cheveux, variant selon les particularités des stocks génétiques de chaque chapitre. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 15 à 16 ans. Phase 14. Rein oolitique, appelé le purificateur. Cet organe rappelait un cœur par son aspect extérieur de couleur rouge-brun. Il améliorait les systèmes circulatoires du sujet et était essentiel à l'intégration, mais aussi au bon fonctionnement des autres implants. Il améliorait par exemple les performances de filtrage du multipoumon
ou le fonctionnement du cœur auxiliaire. Lors d'empoisonnement par le sang ou l'atmosphère intraitable pour le multipoumon, le rein holytique permettait la survie du Space Marine en le plaçant momentanément inconscient pendant que son sang était filtré en circulant à une vitesse élevée. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 15 à 16 ans. Phase 15. Neuroglotte, appelé le dévoreur. Implanté dans le fond de la cavité buccale, il permettait de tester les aliments avant de les ingérer et de détecter une grande variété de poisons naturels, mais également chimiques. Il était en cela complémentaire du préhonore de la phase 7, mais possédait un autre avantage. Il augmentait considérablement les sens du marine, permettant à ce dernier de distinguer et d'enregistrer l'odeur et le goût d'un animal ou d'une créature humaine ou xénos, afin de la traquer. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 15 à 16 ans. Phase 16. Mucranoïde appelé le tisseur. Ce petit organe était implanté le long de l'intestin grêle. Il sécrétait des hormones qui étaient ensuite assimilées par le côlon et modifiait les glandes responsables de la transpiration. Activé par une chimiothérapie, il permettait à un Space Marine de pouvoir sécréter une sueur huileuse, protégeant sa peau contre les températures les plus froides, voire même de manière limitée, contre le vide spatial. Le mucranoïde était activé le plus souvent lors des longs voyages dans l'espace ou de combats navals interstellaires. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 16 ans. Phase 17. Glande de Betcher, appelée la morsure empoisonnée. Au nombre de 2, ces glandes jumelles étaient placées soit sous la lèvre inférieure aux côtés des glandes salivaires, soit dans le palais buccal. Comparables aux glandes de poison de reptiles, celles de certaines synthétisaient et stockaient un poison mortel tout en immunisant son porteur. Ce dernier était alors capable de cracher un poison mortel, également corrosif, capable d'entamer le métal et l'acier. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 16 à 17 ans. Phase 18. Progénoïde, appelé le patrimoine génétique. Ces glandes allaient également par 2, dont la première était implantée dans le cou et la seconde profondément dans la cage thoracique. Elle était essentielle pour la survie et l'avenir d'un chapitre de Space Marine, car elle enregistrait le matériel et la mémoire génétique de tous les autres organes implantés et permettait, une fois arrivée à maturation et extraite par chirurgie, d'être stockée indéfiniment dans des conditions adéquates. Par exemple, la glande placée dans le cou arrivait à maturation 5 ans après son implantation, mais il fallait 10 ans à celle de la cage thoracique pour être prête à être extraite. Leur maturation correspondait en fait à celle de tous les organes implantés au fur et à mesure dans le corps d'un sujet, croissant et s'équilibrant les unes par rapport aux autres pendant toute la durée de l'initiation d'un marine et ses premières années de service. Les progénoïdes, une fois matures, pouvaient être extraites à tout moment par chirurgie lorsque le sujet était encore vivant ou très peu de temps après sa mort. Elles contenaient chacune des graines correspondant à chacun des implants développés dans le corps et permettaient la création de nouvelles générations de marines. Le sujet, à ce moment, était âgé à peu près de 16 à 18 ans. Phase 19. Interface appelée la carapace noire. Cet implant était toujours le dernier en raison de sa nature particulière. La matière première de cette carapace était cultivée dans une forme rappelant du plastique noir. Elle était ensuite découpée en morceaux qui étaient implantés à différents endroits, directement sous la peau du torse. Il suffisait de quelques heures seulement à cette matière noire pour s'étendre et durcir, mais surtout pour déployer des faisceaux nerveux dans toutes les parties du corps du néophyte. Il fallait 5 mois cependant à la carapace pour arriver à maturation. Le torse apparaissait alors recouvert d'une épaisse peau noire luisante et couverte de pores d'entrée servant à des branchements techniques ou de transfusions sanguines reliées directement à l'intérieur du corps. Ces pores s'adaptaient aux unités de maintenance installées dans les armures énergétiques, qui permettaient ainsi une maintenance technique et médicale permanente du corps du marine, ainsi que l'acheminement de drogues de combat ou de médicaments directement vers les organes concernés. Le sujet à ce moment était âgé à peu près de 16 à 18 ans. Ainsi donc, vinrent les implants primaris que l'on dénombrait à 3 phases. Phase 1, Magnifica, appelé l'amplificateur. Lobe de la taille d'un pouce greffé au cerveau, le Magnifica sécrétait des hormones qui dopaient la croissance corporelle tout en améliorant le fonctionnement des organes, notamment celui du biscopéa
et de l'homos doula. Phase 2. Fournaise bilacérienne, appelée le galvaniseur. Cet organe dormant reliait les deux cœurs. En temps de stress, ou si le corps subissait un trauma violent, il produisait des substances chimiques qui agissaient comme des drogues de combat tout en aidant à la régénération des tissus, des os et des muscles. La glande retombait ensuite en léthargie, le temps de reconstituer ses stocks chimiques. Phase 3. Tendons hélicoïdaux, appelés l'acier intérieur. Les tendons du Space Marine étaient renforcés par des câbles duramétalliques en spirale capables de se contracter avec une force incroyable, ce qui améliorait la force du porteur ainsi que sa robustesse. Un Space Marine Primaris pouvait alors broyer un crâne humain à main nue, pulvériser une cuirasse d'un coup de poing et même sectionner un câble métallique avec les dents si cela s'avérait nécessaire. Mais malgré tout cela, une dégénérescence des implants suite à 10 000 ans de guerre tourmentée se produisit. La plupart des apothicaires des chapitres ou si vous préférez groupes armés, qui était la forme actuelle des légions Space Marine, pratiquaient des implantations ayant acquis des gestes ritualisés, luttant contre l'oubli, mais envahis de superstitions leur ayant parfois fait oublier jusqu'au rôle véritable de chaque organe. Chaque chapitre, ayant développé d'importantes croyances et rituels autour de ces procédures, et ayant ainsi contribué à la mutation ou au particularisme de leur stock. Le manque de matériel approprié, les incidents de procédure, les erreurs de conditionnement physique ou psychique s'étant ajoutés au fil des siècles pour détériorer le patrimoine génétique hérité de leurs ancêtres, rendant certains implants inopérants, perdus à jamais, ou déviants comme les Blood Drinkers, qui en raison de la mutation de leur homophagia de la phase 8, souffraient d'une soif anormale de sang. Vous l'avez compris, ces transformations se trouvant modifiées, les initiés dits instables furent modifiés d'une manière non voulue. Dû à la dégénérescence du patrimoine génétique d'un chapitre et l'affaiblissement de la maîtrise des procédures d'implantation au fil des siècles, compliquant les phases de l'initiation, pouvait alors conduire à la mort prématurée des recrues durant l'une des phases. Cela étant dit, subsistaient des survivants, souffrant de dommages cérébraux qui les transformaient en tueurs psychotiques, en maniaques ou en fous, qui furent la plupart du temps achevés. Quand les implants furent incorporés, les conditionnements chimiques, psychiques et physiques firent partie intégrante du processus d'initiation et étaient essentiels au bon fonctionnement des implants. Ainsi donc, le conditionnement chimique devint un traitement à vie pour tous les Space Marines de l'Adeptus Astartes, qui commença avec l'initiation et l'implantation des différents organes, afin à la fois de corriger les déséquilibres du métabolisme, mais également d'assurer les tests et examens poursuivant la moindre trace de corruption ou de mutation de l'un des zygotes. Une fois l'initiation terminée, le traitement chimique diminuait avec la stabilisation et la maturation des organes, les implants s'accordant les uns avec les autres, avec le corps du sujet. Le traitement continuant tout le long de la vie du Space Marine et de manière périodique, afin donc de maintenir l'équilibre fragile de leur métabolisme. Ceci s'effectuant à la fois dans les apothécariums, mais également par le biais des armures énergétiques et de leur unité de maintenance médicale, distribuant drogues et substances chimiques programmées. Par la suite, l'hypnothérapie qui allait de manière parallèle à la croissance du corps, un initié devait apprendre comment se servir de ces nouveaux organes et talents. L'hypnothérapie fut même obligatoire pour le fonctionnement des implants de la phase 6 et 10. Cette technique fut utilisée pour remplacer ou diminuer la dépendance aux drogues utilisées dans le traitement chimique, et ce malgré une efficacité légèrement plus aléatoire. Fonctionnant à l'aide d'un hypnoma, l'initié était en état d'hypnose où il était soumis à des données visuelles et orales stimulant son esprit à la transformation de son métabolisme et de son cerveau. Le traitement hypnothérapeutique restait une phase dangereuse lors de la création d'un Space Marine, car l'âme et l'esprit pouvaient ainsi être endommagés, de manière irrémédiable, durant le processus. Cependant, une fois ce traitement achevé, les nouvelles recrues disposaient d'une connaissance théorique phénoménale sur tout ce qui les entourait et pouvaient mettre ces connaissances en application tout le long de leur formation pour consolider les bases de leur technique. Suit alors le conditionnement physique avec un entraînement militaire, ayant également un rôle important dans le processus de transformation du corps d'un initié. Il contribue à la stabilisation des implants et permettait également de tester leur fonctionnement.
La finalité de la composition du Space Marine ne se terminait sur l'endoctrinement, où les capacités mentales des initiés Space Marine étaient au moins aussi terrifiantes que leurs capacités physiques, mais nécessitant également d'être développées par un entraînement spécifique. Parmi ces capacités, nous trouvons le contrôle de leur système nerveux, qui pouvait atteindre un degré supérieur à la normale notamment sur le contrôle de la souffrance, le temps de réaction du cerveau, dont l'impulsion nerveuse, de rapidité et précision augmentée, les capacités mémorielles augmentant considérablement, dont certains allaient jusqu'à développer de véritables mémoires photographiques. Ceci étant dit, les rangs d'espèces marines n'échappaient pas à la règle humaine, et chaque initié réagissait individuellement et différemment selon ses origines génétiques et sociales, développant des capacités plus ou moins grandes qui leur étaient propres. Maintenant que vous avez la description de leurs capacités physiques, regardons leur armement. Les chapitres de Space Marine étant des troupes d'élite, ils avaient à leur disposition le meilleur équipement militaire de l'Imperium. Il s'agissait aussi bien d'armures, d'armes, que d'un parc de véhicules terrestres, aériens ou de vaisseaux spatiaux. L'armement d'un Space Marine dépendait surtout de l'escouade à laquelle il était rattaché. Par exemple, les escouades tactiques étaient équipées d'armures énergétiques, de bolters et de lames de combat, représentant la dernière étape de la formation d'un Space Marine. Néanmoins, certains marines pouvaient emporter des armes spéciales comme lance-missiles, lance-flammes, bolters lourds, lance-plasma, fuseurs, etc. Les escouades dévastateurs, qui étaient des soutiens à longue portée, possédaient un large choix d'armes lourdes, bolters lourds, canons laser, lance-missiles, multifuseurs, lance-plasma lourds. Elles représentaient une force de soutien à longue portée, là où des tanks ne pouvaient pas être déployés. Les escouades d'assaut étaient armées légèrement pour le corps à corps. Leurs membres possédaient des réacteurs dorsaux pour plus de mobilité. Ils pouvaient ainsi se jeter sur l'ennemi pour les prendre par surprise ou servir d'appât pour attirer une unité à un point précis. Les marines emportaient avec eux un pistolet bolter ou pistolet à plasma et une épée tronçonneuse. Les armes spéciales étaient souvent un fuseur ou un lance-flamme pour prendre d'assaut les fortifications ennemies. Les escouades de scouts, ils étaient constitués de marines encore novices. Ils ne portaient pas d'armure énergétique, mais un modèle en céramite, qui ne les protégeait que partiellement. Leur armure étant essentiellement prévue pour des missions d'infiltration. Polyvalents, leur choix d'armes allait du bolter, du pistolet bolter à la lame de combat, du fusil d'assaut au fusil sniper, bolter lourd et lance-missiles. Les sergents d'infanterie, qui étaient des officiers Space Marine et qui avaient la possibilité de s'équiper d'armes plus exotiques, dirons-nous, que celles des hommes sous leurs ordres, selon leur rang, élite, tactique ou assaut. Parmi ces armes, figuraient les épées, gantelets, mais aussi les boucliers énergétiques, appelés tempêtes, ou encore les bombes à fusion. Les sergents d'escouade dévastateurs étaient souvent équipés d'un signum, un outil permettant d'améliorer la précision des tirs de soutien. L'escouade Terminator, en armure lourde, dont le Space Marine devait subir un processus appelé sanctification temporaire pour être connecté à la machine, et une fois le processus d'éveil achevé, la bataille finie, le Space Marine devait subir un autre processus appelé désamorçage, si possible assisté par les Tech Marines ou les technoprêtres. L'armure retirée était alors ensuite déposée dans son alcôve, afin que l'esprit de la machine puisse se reposer, et ceci toujours surveillé par les technoprêtres. À l'inverse, si l'esprit de l'armure meurt, le Space Marine sanctifié pouvait rester bloqué dans son armure et ne pouvait plus combattre. Et c'est pour ça que les armures Terminator étaient réservées aux plus grands guerriers de l'Adeptus Astartes. Ceux de type Dreadnought étaient souvent équipés d'un pistolet fulgurant et d'un gantelet énergétique. Quoi qu'il en soit, ces marines d'élite pouvaient aussi recevoir un lance-flamme lourd, un lance-missile cyclone ou un canon d'assaut selon la mission qui leur était confiée. Les escouades Terminator d'assaut utilisaient plutôt des marteaux tonnerres et des boucliers tempête ou une paire de griffes éclairs. D'ailleurs, un sergent avait un fulgurant, une arme combinée ou à plasma et une arme de corps à corps. Parmi les véhicules et artefacts, il existait des endroits où étaient gardés les véhicules en activité. Le parc de véhicules d'un chapitre est assez diversifié. Pour lui garantir un maximum de soutien lors de ses missions, il allait de la moto jusqu'aux chars d'assaut, en passant par les antigraves,
Landspeeder ou les supports aériens comme le Thunderhawk et le Stormraven. Le Librarium, quant à lui, était un endroit où étaient conservées les reliques du chapitre, sous la garde de ses meilleurs guerriers. Il existait aussi dans le Librarium un endroit dédié aux archivistes où ils pouvaient se reposer et canaliser les courants du Warp. Par la suite, leur organisation militaire était catégorisée de la manière suivante. Les légions, génétiquement modifiées, équipées d'armures lourdes, ils étaient les précurseurs des Space Marines, dont 20 primarques, étant des surhommes à tout point de vue, étaient plus forts, plus intelligents, plus charismatiques, destinés à diriger les armées de l'empereur visant à conquérir les étoiles. Cependant, une force inconnue les éparpilla avant qu'ils ne puissent être réveillés. L'empereur, qui avait alors désespérément besoin de guerriers, se servit des échantillons du patrimoine génétique des primarques et du sien propre pour créer 20 légions de Space Marines. Il les équipa des meilleures armes et armures possibles, leur donna les meilleurs véhicules blindés et vaisseaux, mais surtout, il les introduisit lui-même. Les millions de guerriers ainsi créés et équipés furent répartis selon les traits particuliers de leurs primarques respectifs. À l'origine, chaque légion comptait jusqu'à 200 000 Space Marines, une force de combat qui ne pouvait être égalée. Après quelques événements, il fut ordonné que nul ne puisse jamais posséder une telle force de destruction. Fût-il un primarque, les légions furent alors scindées en chapitres de 1000 hommes. De plus, si la force armée possédait une discipline, elle fut renforcée par le Codex Astartes, qui était un ouvrage majeur pour les Space Marines, qui détaillait en profondeur tous les aspects de la vie d'un Space Marine, depuis son recrutement jusqu'à la fin de son service. Il décrivait aussi également les règles tacites au combat, les dogmes et les rythmes religieux, ainsi que les principes d'organisation des chapitres Astartes. À l'origine, les légions Space Marines possédaient chacune leur propre tactique et rites, dictés par leur propre primarque. Il fut écrit dans le Codex Astartes et en fit le livre de référence de tout chapitre. Néanmoins, les préceptes du Codex ne furent pas suivis à la lettre par tous les chapitres, par exemple comme les Space Wolves ou les Black Templars. L'Imperium, ne pouvant pas contrôler sa parfaite application, toléra certaines variantes, tant que le chapitre restait loyal à l'empereur. Comme nous l'avons évoqué, les chapitres étaient la réforme actuelle des légions Space Marines, selon le modèle standard, établi par Robert Guilliman, primarque des Ultramarines. Chaque chapitre était une force comptant 1 millier de Space Marines. Aucun chapitre n'avait le droit de dépasser ce nombre. Un chapitre possédait en général un monde d'origine, à la fois de base de ravitaillement et de recrutement, ainsi que de chapelle et port d'attache, le chapitre étant divisé en 10 compagnies. Mais cela dit, certains chapitres choisissaient cependant de ne pas tenir compte de cette organisation, et cela allait de subtiles différences à de franches disparités. Toutefois, du moment que les quotas du code génétique des Space Marines étaient respectés, l'Inquisition ne disait rien, mais un seul chapitre échappait à cette règle. Grâce à une divergence majeure dans l'organisation du chapitre, il s'agissait de ceux qui furent nommés les Black Templars, qui comptaient près de 8000 guerriers. Regardons à présent les principaux chapitres de Space Marine, qui étaient les Salamanders, fils du primarque Vulcan, les Black Templars, successeurs des Imperial Fists, divisés en croisades de taille et de nombre totalement aléatoires, les Blue Angels, chapitres les plus anciens et les plus révérés de l'Imperium. Ils étaient entièrement dévoués à la défense de l'humanité et à la poursuite du rêve de l'empereur. Leur noblesse n'avait pas d'égal et se trouvait encore, paradoxalement renforcée, par la malédiction génétique les affectant. Bloodraven. Leur origine était inconnue, car leur registre était inexistant ou bien détruit. Chapitre secret et ritualiste, ils développaient un véritable culte de l'information. Dark Angel. Première fondation considérée comme l'un des plus grands chapitres des Space Marines. Great Knight. Deuxième fondation au 31e millénaire, issue d'un patrimoine génétique spécialement créé. La légende prétend que ces chevaliers gris auraient été créés à partir de la chair de l'empereur lui-même, entièrement voués à la tâche de repérer et de détruire toute forme d'hérésie, force capable de s'opposer aux plus monstrueuses créatures. Fanatisés à outrance,
Les membres de cet ordre vouaient leur vie et leur âme à cette tâche, au mépris des conséquences, pour eux, comme pour les populations. Imperial Fist, seul chapitre à avoir leur forteresse monastère sur Terra elle-même. Leur lien avec Terra et le palais impérial était très fort, et ils secondaient en cela l'Adeptus Custodes, élite chargée de la protection de l'empereur. Ils étaient connus pour leurs rituels auto-mutilatoires, Iron Hand, ayant la réputation d'être relativement simples et incroyablement durs. Ravengard, leur monde d'origine étant Lycaeus. Ce chapitre ne formait de nouvelles recrues que très lentement. Space Wolf, ce chapitre ne respecte pas le codex Astartes. Divisé en 12 compagnies indépendantes, chacune commandée par un seigneur loup, prenant pour totem un animal de la mythologie de Fenris. Ultramarine, premier à avoir affronté une flotte ruche tyrannide complète et à l'avoir vaincue. Ils sont considérés comme le meilleur de tous les chapitres Space Marine. Comme vous l'avez vu, les Space Marines répondent donc présents sur n'importe quel type d'environnement et ont eu à s'y battre à un moment ou à un autre depuis leur création. Toutes les conditions terrestres leur sont propices. Les conditions aquatiques les ralentissent à peine. Ils excellent dans les situations de guerre urbaine, mais aussi dans les combats en gravité zéro et dans l'espace, tournant quasiment toujours à leur avantage. De ce fait, le Space Marine est le combattant le plus redoutable des ennemis de l'Empereur. Tout type de combat dans cet univers de fiction finit par tourner en leur faveur, quel que soit l'endroit. Et c'est ici que les informations se terminent. Tu vas devoir faire affaire à une véritable armée, bien plus nombreux que le démon qui dit au Christ s'appeler Légion, tant ils étaient entourés d'êtres aussi maléfiques que lui. Même si je ne m'inquiète pas pour toi, je te souhaite bien du courage pour cette extermination de masse, en espérant que cela ramène un équilibre malgré tout ce sang versé. Il ne me reste plus qu'à te laisser à ta tâche, attendant que tu reviennes en temps voulu. Au revoir, chasseur.